Martial Collet, bonjour. Vous êtes le représentant de la liste Lutte ouvrière faire entendre le camp des travailleurs. Vous êtes en première position sur les Côtes d'Armor. Merci pour votre présence. Nous allons donc vous interviewer à partir du questionnaire Cœur de ville, cœur de bourg. Les 3 questions porteront sur les sujets suivants: la vision, les moyens et l'action. Sur la vision, le territoire breton est constitué d'une grande diversité. Il cohabite villes, villes moyennes, petits bourgs, dont les centres sont souvent en crise, et un grand secteur rural où domine un habitat diffus, mais où les commerces et services de proximité se font rares. Comment imaginez-vous le modèle d'aménagement territorial breton pour demain? L'intitulé de notre liste, Lutte ouvrière, faire entendre le camp des travailleurs, ça veut dire que nous voulons exprimer les besoins de la population laborieuse. Et dans ces besoins, la question du logement est une question essentielle. Car la crise sanitaire que nous continuons à vivre depuis 1 an et demi a révélé les manquements extrêmement importants en matière de logement, puisqu'on a parlé de mal-logement, d'une augmentation du mal-logement. On a vu une augmentation du nombre de SDF, mais c'est un acronyme pour dire, pour parler de gens qui n'ont pas de logement. En réalité, aujourd'hui, il y a un manque extrêmement important de logements de qualité, de logements sociaux. Et en Bretagne, c'est plusieurs dizaines de milliers de logements de ce type qui manquent. Donc, il est extrêmement important que des décisions fortes soient prises sur cette question. Des logements sociaux à destination de la population laborieuse avec des loyers peu élevés, parce que la question des loyers, c'est aussi la question des salaires. Et aujourd'hui, beaucoup de gens, même ayant un travail, n'ont pas de salaire suffisant pour acquérir ou occuper un logement de qualité, parce que les logements, avec la crise économique, ont aussi subi la spéculation immobilière. Et ça, c'est absolument scandaleux. Et donc, nous considérons que ce sont les services de l'État, c'est l'État qui devrait prendre en charge cette question du logement, et qu'un grand service public du logement devrait voir le jour. Comment vous voyez un peu ce modèle d'aménagement territorial à partir du constat que vous avez décrit pour les centres-villes, centres-bourgs? On a vu que dans certaines circonstances, l'État est capable de trouver de l'argent. À la crise sanitaire, des milliards ont été débloqués pour aider le monde économique. Et en fait, en parlant d'aide au monde économique, c'est essentiellement en direction des grandes entreprises, qui a permis d'ailleurs d'enrichir encore un peu plus les possesseurs de ces grandes entreprises, les actionnaires, et qui fait qu'en pleine crise sanitaire conjuguée à la crise économique, on a plus de millionnaires, même plus de milliardaires en France, et on en a un certain nombre en Bretagne, alors que les besoins les plus élémentaires ne sont pas satisfaits. Alors il faut que l'État, mais je ne crois pas que les gens qui sont dans la place aujourd'hui, je ne crois pas que le gouvernement Macron soit à même à répondre à cette question du logement, parce que l'argent, il préfère le consacrer justement à aider les grandes entreprises plutôt qu'à créer un grand service public du logement où les services de l'État embaucheraient eux-mêmes tout le personnel nécessaire à la construction de ces logements qui manquent, c'est-à-dire les architectes, les ingénieurs, mais aussi les maçons, les électriciens, tous les corps de métier qui sont nécessaires à la construction de ces logements. Alors, évidemment, l'habitat, il est au cœur des villes ou dans les campagnes, là où vit la population. Bon, ce qu'on remarque, c'est qu'en Bretagne, par exemple, on a aujourd'hui plusieurs communes qui donc ne répondent pas au minimum légaux de construction de logements sociaux. Aujourd'hui, c'est 20 ou 25% qui sont demandés par l'État, mais ces communes, en particulier les communes du littoral riche, préfèrent payer les amendes à l'État plutôt que de s'engager dans la construction de logements nécessaires. Alors, on va pouvoir y venir, puisque un peu sur les moyens, effectivement, l'État, avec la loi Elan de 2018, par l'action de l'Agence territoriale de cohésion des territoires,
Et la région Bretagne se sont dotés d'outils de réflexion et de développement pour les centres-bourgs et les centres-villes, par exemple l'établissement foncier de Bretagne ou Cœur de Ville, Petite Cité de Demain. Quel bilan faites-vous de ces outils existants et pour vous, sont-ils suffisants? Alors non, ils ne sont pas suffisants parce que, comme je vous ai dit, les besoins sont énormes. Il faut prendre des mesures, je dirais presque de coercition, des mesures importantes de réquisition sur les terrains. Aujourd'hui, face à la spéculation immobilière, il serait important que justement ce ne soit pas les collectivités ou même la région qui n'en a pas les moyens, mais l'État pourrait par exemple réquisitionner un certain nombre de terrains où on pourrait construire des logements qui manquent cruellement aujourd'hui. Il y a peut-être cet établissement foncier de Bretagne ou des opérations... S'il était sous le contrôle de la population et pas simplement des élus qui, une fois dans la place, n'ont pas vraiment de compte à rendre, sauf à la prochaine élection où là, ils se représentent devant les électeurs. Mais non, le bilan des différents dispositifs qui existent sur le plan régional ne sont pas à la hauteur des attentes et des besoins. Donc vous jugez qu'ils ne sont pas assez performants pour répondre à cette revitalisation? Quels autres outils pourraient avoir cet effet levier? C'est-à-dire que la région Bretagne ne dispose pas de suffisamment de moyens. Dans certaines circonstances, l'État est capable de réquisitionner par exemple des terrains, voire d'expulser certains propriétaires pour par exemple construire une autoroute. Eh bien, il faut imaginer que ça doit être possible pour la construction de logements, et en particulier de logements sociaux. Dans les centres-villes, oui, centre-ville, centre-bourg, là où se situe, où vit la population et où il faut répondre à ces besoins de logements de qualité. Et j'insisterai sur une fraction de la population, en particulier la jeunesse, qui a beaucoup de difficultés aujourd'hui à se loger correctement. D'abord, et c'est là où la politique du gouvernement elle est scandaleuse, c'est avoir choisi de baisser les allocations logement, c'est rendre encore les conditions d'accès à un logement de qualité encore plus difficiles. Et c'est ça que nous contestons à Lutte ouvrière. D'une manière générale, nous contestons le fonctionnement général de la société. Parce que cette société, elle fonctionne non pas en fonction des besoins de la population, mais avant tout de ce qui est capable de générer du profit. Et finalement, même dans le domaine de la construction et du logement, on voit que même les grands programmes de logements sociaux qui sont lancés quelquefois aboutissent dans les mains de grands groupes du bâtiment, comme sont Bouygues ou Vinci, pour ne pas les citer. Et ce sont ces groupes immensément riches qui, par ailleurs, ont bien d'autres activités. On voit aujourd'hui, dans le domaine de l'audiovisuel, qu'il y a tellement d'argent à se faire qu'on va avoir un mariage entre TF1 et M6, mais ce sont les mêmes qui œuvrent dans le domaine de la construction et du logement, et là, il y a besoin de les contrôler. Parce que aujourd'hui, il faut vraiment faire face à cette spéculation. Alors pour revenir un peu à nos centres-villes, centres-bourgs, de nombreux Bretons sont attachés à la qualité de vie en maison individuelle et souhaitent ce mode d'habitat. Aujourd'hui, cette volonté se développe principalement en milieu rural. Quel habitat pour les centres-bourgs, peut-être de la rénovation, mais aussi pour les centres-villes? Alors, avoir accès à un habitat de qualité, oui, tout le monde le souhaite, mais là encore, faut-il avoir les moyens qui vont avec. Or, pour la majorité de la population, les salaires sont insuffisants. Pour les retraités, les pensions sont insuffisantes. Et face à cette situation, on a sur le plan de l'immobilier une inflation et des prix qui grimpent en flèche, au point qu'on voit que certains petits logements de quelques mètres carrés sont loués à des prix extrêmement... Quel habitat et comment déployer une attractivité, une communication pour attirer ces populations vers les centres-bourgs et centres-villes? Alors bon, c'est de toute façon l'activité économique qui détermine les flux migratoires. Là où les populations s'installent, c'est là où il y a de l'activité économique. Or, aujourd'hui, on est dans une situation de crise économique profonde, où on voit des entreprises ayant pourtant, pour certaines, de gros moyens. Je vais en citer une, c'est le groupe Nokia à Lannion.
Le groupe Nokia à Lannion, pourquoi je parle de cette entreprise? C'est que c'est une entreprise qui s'est installée il y a maintenant plusieurs années dans le Trégor, qui a bénéficié de millions et de millions de subventions et qui a procédé à un plan de plusieurs centaines d'emplois ces derniers mois. Et quand on licencie, eh bien, même si ce sont du personnel qualifié, des ingénieurs avec peut-être plus de moyens, eh bien, ces gens-là quittent la région pour chercher un avenir ailleurs. Et ce ne sont pas les plus mal lotis. Il y a des secteurs où des travailleurs avec moins de moyens se retrouvent victimes de la crise, se retrouvent au chômage et doivent vivre avec. Et pour certains, n'ont plus les moyens de payer un loyer élevé. Donc la question, c'est évidemment... c'est encore plus compliqué dans les centres-villes, centres-bourgs, c'est un peu votre propos. Bien sûr, c'est extrêmement compliqué. Vous savez, j'habite une petite ville, Ploufragan, donc, qui est dans l'agglomération briochine, où la principale activité, c'était l'entreprise où je travaillais, Chafauteau et Maury. Et une grande partie du centre-ville de Ploufragan était composée d'une grande cité populaire qui s'appelle la cité de l'Iroise, qui a été construite en 1969 pour accueillir justement les salariés, les travailleurs et les travailleuses de Chafauteau et Maury qui étaient installés dans la zone donc, située sur Ploufragan. Et bien, lorsque l'entreprise a fermé, une partie des travailleurs ont évidemment perdu leur emploi et certains ont dû quitter leur logement. Et aujourd'hui, on a une cité, la cité de l'Iroise, qui était une cité populaire, où justement la municipalité a à faire face à une population ayant moins de moyens, ayant moins de ressources, et pourtant il faut que ça continue à vivre. Et donc comment continuer à accueillir une population? D'abord il faut des services publics, et on voit que dans plein de communes, beaucoup de services publics, de services utiles à la population ont disparu, où on voit des maires de petites communes qui se battent pour maintenir une poste, pour maintenir une école, et ça c'est essentiel. Cette relation finalement elle est importante entre les services, que ce soit des commerces ou des services publics, et le centre-ville ou les centres-bourgs, parce que finalement, est-ce que des populations viendront s'il n'y a pas tous ces services-là dans les centres-villes, centres-bourgs? C'est la conjugaison des choses, de ces deux choses, de plusieurs choses, de l'emploi d'abord, et puis effectivement des services publics, les écoles, la santé, les commerces, petits, moyens, grands, tout ça c'est quelque chose qui est nécessaire pour que les villes vivent. Moi, se projeter dans l'avenir et dire comment il faudra que les villes s'organisent, comment se projeter, je ne suis pas capable aujourd'hui de donner un plan. Est-ce que les populations se concentreront plutôt dans des grandes villes ou repeupleront les campagnes largement? Ça, je ne le sais pas, mais si la population se mobilise et décide de son avenir, je pense que là, on sera à même de trouver les bonnes solutions, y compris en matière de logement. Parce que l'un des débats, c'est effectivement les métropoles qui aspirent, avec notamment dans les centres-villes, puisqu'il y a des constructions importantes, voire même des tours qui font débat parfois. Pour vous, comment on peut aménager effectivement le territoire pour que dans ces centres-bourgs et centres-villes, il puisse y avoir une mixité de population, parce que c'est aussi un débat qui est important, qui permette cette vie, et non pas qu'il y ait effectivement des cités dortoirs ou des gens qui habitent à 20 km des services et de l'emploi. Ça, c'est l'organisation de la société telle qu'elle fonctionne. On est dans une société capitaliste, et encore une fois, tout est question de profit. Donc les travailleurs souvent s'installent loin de leur travail parce que ils ont trouvé un logement dans une commune où les loyers sont moins chers, où le prix du terrain est moins important. Et je vais revenir à cette question de ce qu'on vient de vivre, ce qu'on vit toujours, la crise sanitaire. C'est quand même, on a vu que les habitants qui étaient dans des cités, des grandes cités, confinés pendant des semaines et des semaines dans quelques dizaines de mètres carrés avec leurs enfants, c'était une situation extrêmement difficile, alors que d'autres, ceux qui avaient les moyens, dans leur villa, ont pu, pour certains, quitter leur métropole ou leur logement de la capitale pour venir dans leur résidence secondaire avec vue sur mer et piscine. Là, ça pose réellement
la question du fonctionnement et de cette société et qui, pour moi, marche sur la tête. Et c'est ça, dans cette élection régionale, que nous voulons dénoncer et mettre sur la place publique. La société telle qu'elle fonctionne, ça ne peut plus durer. Ça ne peut plus durer. Les élections régionales ne changeront pas les choses. Ne changeront pas les choses pour la population. Et tous les candidats qui feront des promesses mirifiques sont des menteurs. Et je tiens à dire que le monde du travail, nous, si on s'adresse particulièrement au monde du travail, c'est parce que c'est le monde du travail qui fait fonctionner toute cette société, qui est à même de savoir quels sont les besoins réels, comment les satisfaire, et en particulier le droit d'avoir un logement de qualité, où il fait bon vivre, où on pourrait se respecter les uns les autres. Et un autre aspect de la mixité, c'est qu'on a vu que dans cette crise sanitaire, beaucoup de solidarité dans ces grandes cités qui sont souvent décriées parce que quelquefois c'est aussi un nid de misère. Mais dans les premiers temps de la crise sanitaire, on a vu des élans de générosité, des élans de solidarité, en particulier vis-à-vis du personnel des hôpitaux, vis-à-vis du personnel de santé, qu'on applaudissait tous les soirs pour leur engagement sans réserve, alors qu'ils ne disposaient de pas de moyens ou très peu. Il n'y avait pas de masque, il n'y avait pas de surblouse, on n'en était pas encore au vaccin. Et ce que l'on peut dire, c'est que dans ces circonstances, eh bien, les petites gens, les gens du monde ouvrier, ceux auxquels on s'adresse dans cette campagne et plus largement dans le reste de nos activités militantes toute l'année, eh bien, eux, ils ont fait preuve de générosité, alors que le système et les tenants du système, le monde politicien, étaient égoïstes, ne pensaient qu'à conserver ses postes. Et ça, c'est cela qu'il faut remettre en cause. Bien, bah écoutez, on va rester sur cette note optimiste. Merci Martial Collet, en tout cas, pour votre intervention. Et je vous remercie.